Écoutez, bienvenue au Festival de robotique de Cachan sur l'édition 2025. J'ai le plaisir d'ouvrir le cycle des conférences ainsi que de le fermer demain. Donc on va parler aujourd'hui de droit et plus précisément de l'encadrement juridique de l'intelligence artificielle. Sans rentrer trop dans la technique, on va essayer de comprendre quels enjeux l'intelligence artificielle et son potentiel avenir peuvent avoir d'un point de vue juridique sur des cas concrets qu'on va voir tous ensemble. Pour commencer, on va faire un petit rappel de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle et quelles sont ses capacités aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est, pour résumer, la capacité des machines à, bonjour monsieur, à exécuter des tâches qu'on rattache normalement à la capacité humaine. Donc il y a l'apprentissage, le raisonnement, résolution de problèmes, prise de décision, par exemple. Elle fonctionne principalement sur des bases de données et des algorithmes. Et c'est par ce cheminement d'algorithmes qu'elle va réussir à produire ce genre d'activités, comme on l'a dit, qui sont rattachées à l'être humain. Dans l'apprentissage généralisé, par exemple, elle apprend à partir de ces données-là pour identifier des modèles et appliquer ces connaissances-là à un domaine appliqué. Si vous êtes courageux encore, demain je ferai une conférence sur l'intelligence artificielle appliquée à la justice. Et là, on pourra voir quelles sont les méthodes et les applications de l'IA dans ce domaine précis-là. On constate donc que l'IA, l'ordinateur, n'est pas en mesure aujourd'hui d'adopter une réelle conscience comme l'être humain, puisqu'elle est forcément limitée à la base de données qu'on lui applique. Donc s'il y a une énorme base de données, ça pourrait donner un semblant d'intelligence réelle comme l'être humain, mais si elle a une base de données plus limitée, on se rendra vite compte qu'elle a des limites. Ceci étant dit, quelles sont ses capacités aujourd'hui concrètement ? On le voit au quotidien, si on connaît ChatGPT par exemple, qui est la plus connue des IA, il y a la génération de texte. Il peut y avoir aussi dans des domaines appliqués l'analyse statistique. En économie, ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Elle étudie des données qu'on lui donne pour essayer de tirer des probabilités et des projections. La reconnaissance de forme, de visage par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler pendant les Jeux Olympiques. Il y a eu des expérimentations d'intelligence artificielle pour les caméras de surveillance, pour essayer de reconnaître une situation de potentiel danger ou de trouble à l'ordre public. Donc elle peut avoir un usage dans ce domaine-là. On a également l'aide au diagnostic ou à la décision, et ça, je vous renvoie encore une fois à la conférence que je donnerai demain sur les décisions de justice. Ce qui peut poser aujourd'hui des difficultés d'un point de vue juridique, c'est l'apparition assez nouvelle, on va dire quand même, ce qu'on appelle des IA génératives. Les IA génératives, elles se sont répandues dans le début des années 2020 et elles continuent. Et elles se répandent dans tous les domaines de la société. Et en fait, ça s'inspire des données qui sont dans les algorithmes, enfin dans les bases de données, pardon, et elles s'entraînent. C'est pour ça qu'on dit que c'est génératif. C'est qu'en fait, il y a un auto-entraînement pour essayer de s'améliorer constamment. Et là, on touche du doigt quelque chose de fondamental. Est-ce qu'une IA à l'avenir pourra remplacer une intelligence humaine par ces mécanismes-là? Et c'est ce phénomène-là qui interroge plusieurs domaines du droit qu'on va voir ensemble. On va parler de droit des personnes. Est-ce que l'IA peut être considérée comme une personne d'un point de vue juridique? On va parler de responsabilité civile avec les voitures autonomes. On va parler de responsabilité pénale. Est-ce qu'une IA qui commettrait un crime est responsable pénalement? Oui ou non? On va parler également de la propriété intellectuelle, avec les IA génératives qui produisent des tableaux, des musiques, etc. Et enfin, on abordera la question de savoir si oui ou non il faut une mise à jour de notre réglementation, et si oui, de quelle manière, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, concrètement. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade? Sinon, on y va. Parfait. Donc, en droit des personnes. Le droit des personnes, c'est, pour faire simple, pour pas trop vous encombrer, c'est là où on va savoir si quelque chose est une personne juridique. La personne juridique, c'est vous et moi, ou une société par exemple. C'est-à-dire que c'est une personne qui a des droits, qui est capable de les appliquer, et qui peut être responsable en cas de préjudice, etc. Et donc en droit, on a deux distinctions majeures. Enfin, on a une distinction majeure. Les personnes d'un côté, les biens de l'autre. Moi, je suis capable de venir faire une conférence, passer un contrat de travail ou autre. Par contre, la chaise, elle en est incapable.
D'accord ? Et donc la question qui est posée par l'intelligence artificielle, c'est notamment avec les IA génératives, est-ce qu'une intelligence artificielle peut être assimilée à un être humain eu égard à ses capacités actuelles ? Pour vous donner des exemples, il y a des IA qui sont capables aujourd'hui de passer des contrats, etc. dans le monde. Donc ça bouscule un peu notre schéma juridique aujourd'hui. Donc, selon vous, quelles conséquences ça pourrait avoir ? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent s'essayer. Une IA qui serait comme un être humain, par exemple. À votre avis, c'est quoi qu'est-ce qu'elle serait capable de faire ? Je vais vous donner un premier exemple pour vous donner une idée. À votre avis, est-ce qu'une IA est capable de passer un contrat aujourd'hui ? Oui, bah oui, mais il faut savoir si tu suis. Donc, effectivement, une IA, dans certains pays, est capable de passer un contrat. Donc, de ce point de vue-là, on se dit, pourquoi on ne pourrait pas considérer qu'un robot doté d'intelligence artificielle serait comme une personne, finalement ? Oui. Parce que, je vous donne un exemple, les contrats typiques qu'on connaît, c'est parfois des logiciels d'intelligence artificielle qui passent des contrats sur les marchés financiers, automatiquement, pour faire des transactions d'actions, d'obligations. Ça peut arriver. Donc si on a dit tout à l'heure qu'une personne était capable de passer un contrat et qu'une IA était capable, qu'est-ce qui l'empêche de devenir une personne d'un point de vue juridique ? Bon, on va prendre un autre exemple qui, là, pour le coup, peut être un peu troublant. Un mariage. On se dit, est-ce qu'une IA peut se marier ? Alors en France, non, pour l'instant. On verra. Au Japon, oui. Le Japon reconnaît le mariage avec des intelligences artificielles. Ça existe. Voilà. Donc c'est pour vous montrer un peu le côté absurde du truc, c'est que aujourd'hui, on a vu tout à l'heure, effectivement, il y avait des limites, puisque c'est des lectures de bases de données, mais on ne peut s'empêcher de se demander, à l'avenir, ce que ça pourrait donner sur notre quotidien. Et donc ça pose effectivement ces questions-là, qui sont fondamentales, même si on ne s'en rend pas forcément compte, parce que si on dit qu'une IA est une personne, ce sera vraiment comme vous et moi. Donc on pourra vraiment traiter avec une personne qui n'est pas un être humain. Voilà. On le fait déjà avec les personnes morales, mais pour le coup, elles ont un statut particulier. Et c'est justement la question sous-jacente. Il y a des professionnels du droit et de la recherche qui proposent de créer une catégorie juridique spéciale pour les intelligences artificielles. C'est-à-dire, pour ne pas tomber dans l'absurdité d'une IA qui pourrait faire un mariage ou même d'autres absurdités, on pourrait créer une catégorie spéciale à l'image des personnes morales qui ont des droits particuliers, mais aussi des interdictions. Une personne morale ne peut pas se marier. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu en droit civil. Et aujourd'hui, alors on n'est qu'au soubresaut et on se dit, vu l'état actuel de l'intelligence artificielle, on n'a pas trop de danger. Mais effectivement, l'enjeu, c'est de voir à horizon peut-être 20, 30, 40 ans, à la vitesse où ça va, est-ce qu'il ne va vraiment pas falloir se poser les bonnes questions dès aujourd'hui et faire évoluer ces règles-là. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Voilà. Pour le moment, on n'a aucune évolution en la matière. On verra bien ce que les années futures vont nous réserver. Donc là, on était vraiment sur la théorie du droit. Prenons des cas concrets. En responsabilité civile, on va prendre le cas des voitures autonomes. Les voitures autonomes, ça parle à tout le monde. Donc c'est des voitures qui sont dotées de logiciels d'intelligence artificielle pour pouvoir nous conduire d'un point A à un point B. Pour l'instant, je vous le dis, en France, c'est interdit pour le moment, mais on sait que ça va arriver à un moment ou à un autre. Aux États-Unis, ils autorisent les voitures autonomes, au Royaume-Uni également. La principale question des voitures autonomes, c'est de savoir qui est responsable en cas de dommage, en fait, ce qu'on appelle la responsabilité civile. Aujourd'hui, je pense que vous le savez tous, qui est responsable en cas de dommage, en cas d'accident de voiture ? Le conducteur. Ça, c'est ce que dit la loi. Sauf que si je suis dans une voiture autonome, qui conduit ? C'est moi ? C'est la voiture ? Oui. Et votre silence en dit long, parce que c'est exactement le silence que tous les experts ont aujourd'hui sur ces questions-là. Parce que comment déterminer la responsabilité dans un véhicule autonome ? Alors, on sait déjà qu'il y a plusieurs degrés d'autonomie. Il y a les voitures pas du tout autonomes, donc ça c'est facile, on l'a dit, c'est le conducteur qui est responsable. Il y a les voitures semi-autonomes, du coup ça voudrait dire qu'en cas d'accident, il faudrait déterminer si au moment de l'accident, la voiture était en mode autonome ou pas, par exemple. Et il y a les voitures totalement autonomes. Et là, il y a deux manières de voir la chose. Soit on se dit, c'est la voiture qui est responsable,
Enfin, en tout cas, ce n'est pas le conducteur. Dans ce cas, d'accord. Soit on se dit, on peut reprocher au conducteur de ne pas avoir repris la main sur le véhicule au moment voulu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, on a des réticences pour mettre les voitures autonomes. C'est qu'en fait, ça pose de grosses questions de principes juridiques et de principes de responsabilité qui demandent des modifications qui sont essentielles. Sinon, on ne pourra pas voir le jour les voitures autonomes en France. C'est pas possible. Ou alors, ça va mener à des gros cafouillages. Effectivement, la question, comme je l'ai dit, c'est de savoir qui est responsable. Donc, maintenant qu'on a distingué les degrés d'autonomie, dans une voiture 100% autonome, à votre avis, si on dit que ce n'est pas le conducteur, qui peut être responsable, à votre avis? Donc on me dit la société qui vend la voiture. Quelle autre piste? Constructeur. Ok. Bah, ça peut être tout ça. En fait, aujourd'hui, on a un régime de responsabilité qui existe, qui s'appelle la responsabilité du fait des produits défectueux. Ça existe notamment en matière de médicaments. Voilà, quand on entend des scandales médicaux, les prothèses mammaires, machin, et bah, tout ça, c'est un régime de responsabilité qui vient chercher la responsabilité du constructeur. Et ben, on pourrait faire la même chose aujourd'hui, en l'état actuel du droit, contre les constructeurs, soit de voitures, soit du logiciel d'intelligence artificielle, si ce n'est pas les mêmes. Voilà. Mais la difficulté majeure, c'est que ce régime de responsabilité-là, il est trop compliqué à mettre en œuvre. Je vous épargne tous les détails, ça ne sert à rien, mais il y a trop de conditions à remplir pour pouvoir engager la responsabilité. Quand on connaît le nombre d'accidents de voiture par jour, par mois, par an, ce ne serait pas possible de garder ces règles-là pour cette situation-là. Donc, la responsabilité du constructeur est la piste qui est aujourd'hui privilégiée. Mais je vous le donne en mille, hein, ça reste un flou complètement artistique aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir que ça change parce que notre droit actuel, notre beau code civil, il ne peut pas répondre à ces questions-là. Voilà. Ou alors avec de grandes difficultés et ce ne sera pas parfait. C'est-à-dire qu'on va arriver à des situations complètement absurdes ou injustes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Très bien. Maintenant qu'on a parlé de la responsabilité civile, on va évoquer la responsabilité pénale. Pardon. La responsabilité pénale, c'est de savoir si une IA peut être condamnée si elle commet un crime, par exemple. Alors, sans rentrer encore une fois dans tout le code pénal, je pense que c'est assez logique, mais je vais le rappeler, pour être reconnu responsable d'un crime, il faut avoir eu la volonté de le commettre. C'est ce que va chercher un juge, par exemple. On va chercher de savoir si la personne a eu la volonté de commettre cette infraction-là. Donc, si on en revient à ce qu'on disait au début, une intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment considérer qu'elle a un raisonnement suffisant pour commettre un crime. Donc, a priori, la responsable, ce ne serait pas l'IA. D'accord? Alors, ce serait qui? Je n'ai pas entendu. Le constructeur de l'IA, ouais. Qui d'autre? L'utilisateur de l'IA aussi. Si on programme un robot d'intelligence artificielle qui répond à des situations qui sont commandées, bah, qui nous dit que l'utilisateur ne peut pas commander un meurtre? Je ne sais pas si vous avez vu passer sur Internet, il y a quelques mois de ça, un chercheur qui a utilisé ChatGPT pour un fusil automatique. Et donc, il sélectionnait les cibles parmi des milliers de cibles, et c'était d'une précision impressionnante. Bien sûr, ChatGPT a banni le chercheur de cette base de données, mais ça montre bien qu'on peut arriver à un autre stade. Alors pour l'instant, c'est l'utilisateur, mais une fois que l'IA, si un jour c'est possible, atteint un degré d'autonomie suffisante, quelles difficultés ça peut poser? Alors aujourd'hui, voilà, la réponse paraît assez simple. On a dit, c'est utilisateur ou créateur. Ok. Mais pour l'instant, l'IA n'est pas responsable. Donc il y a un bug dans la matrice. Donc c'est pas possible de rester sur cette situation-là parce que ça va à une vitesse tellement folle qu'à un moment, si une IA, pour X ou Y raison, que ce soit dans l'algorithme, un bug ou par le fait d'apprendre elle-même, elle finit par prendre une décision il y a le fameux dilemme hein, sur les voitures, hein, qui j'écrase en premier, bah, ça reste un meurtre d'un point de vue juridique. Hein. Donc comment on fait? Voilà. Si l'algorithme n'avait pas rentré dans ses bases, bah, il faut tuer. Bah, est-ce qu'on peut vraiment considérer que le créateur est responsable? Et aujourd'hui, le droit français ne répond pas à ces questions-là.
Parce que, fort heureusement, on n'a pas encore à se poser ces questions. Mais ça va arriver. Ça va arriver. D'ailleurs, il y a des chercheurs dans les universités françaises qui se posent toutes ces questions-là. Mais on n'a pas d'évolution législative. Donc la responsabilité pénale, pareil que la responsabilité civile, on a des évolutions qui doivent être faites. Sinon, ça ne pourra pas durer. Un autre sujet, la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, ça parle à tout le monde ou pas, non? Ouais. Propriété intellectuelle, c'est notamment les droits d'auteur, et essentiellement ça d'ailleurs. Donc, la question des IA génératives. Ouais. On a deux phénomènes principaux. On a la création musicale, à partir de dossiers, de fichiers audio déjà existants. On retourne sur la fameuse base de données. Et on a aussi la création de peintures ou photos à partir de rien. Et c'est l'IA qui nous sort les images. Ça, je pense qu'on a tous vu à peu près déjà des exemples dans la vie quotidienne. Bah ouais, mais est-ce que c'est des œuvres d'un point de vue juridique? Parce que seules les œuvres peuvent être protégées. Et si c'en est une, qui est bénéficiaire de la protection, donc des droits d'auteur? Puisque normalement c'est au créateur. Donc on va aborder ça. Donc voilà, je l'ai dit, les IA génératives. Qu'est-ce qu'une œuvre? Alors, une œuvre en droit français, c'est une création qui doit être originale pour être protégée, déjà aujourd'hui. Moi, si je crée quelque chose, il faut qu'elle soit originale. Sinon, on peut me refuser ce qu'on appelle la paternité de l'œuvre. D'accord? Une fois qu'on dit que c'est original, il faut noter que l'originalité de l'œuvre, on dit qu'elle est le reflet de la personnalité de l'auteur. Et là, on a le sujet. Est-ce qu'une IA générative a une personnalité? A priori, non. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, comment donner ce qu'on appelle la titularité des droits d'auteur à quelque chose qui n'a pas de personnalité? Donc, d'après vous, à qui on pourrait donner? Allez-y, je vous laisse libre imagination. Je vous donne un cas. Une IA générative qui produit une musique. D'accord? À votre avis, si on dit d'ores et déjà que ce n'est pas elle qui aura les droits d'auteur, à qui on pourrait les donner? À celui qui utilise l'IA, pourquoi pas? À celui qui possède l'IA aussi, ça peut être une piste. Comment? Ceux qui ont généré les données, qui ont permis effectivement la génération de ce nouveau morceau. C'est plusieurs pistes pour l'instant qui existent. Quoi qu'il en soit, on n'a pas de droit d'auteur pour l'IA. Alors la piste donnée par monsieur sur ceux qui ont donné les informations à la base de données et qui ont permis à l'IA d'apprendre et de fournir ce truc-là, c'est une piste qui aujourd'hui n'est pas admise en droit français. Il y en a qui militent pour. Je ne sais pas si, pareil, vous avez vu passer, il y a eu une petite levée de bouclier de tous les acteurs qui font du doublage, parce que les IA utilisent leur voix, etc. Et ils disent, mais attendez, ils utilisent des choses, et en fait, ils utilisent nos voix. Et ben, pour l'instant, le droit français, il dit, bah non, vous n'avez pas le droit de les protéger. Voilà. Et tout ça, c'est des problèmes qu'on n'avait pas il y a encore 6 ans, 5-6 ans. Donc ça va très très vite. Donc, quelle protection? Bah, pour l'instant, protection minimale. Minimale parce que l'IA, elle, n'a pas de droit d'auteur, puisque ce n'est pas une personne juridique. On en revient à ce qu'on a vu au tout début. Le créateur de l'IA, lui, peut percevoir des droits d'auteur, mais voilà, comme on a redit, ceux qui ont sourcé la base de données, eux, rien. Voilà. Alors qu'on sait personnellement que ça repose sur une base de données. Parce qu'elle n'est pas encore autonome, l'IA. Pas complètement. Donc ça pose de grosses difficultés. Je vais vous donner quelques exemples parce que, comme je viens de le dire, donc, nous, en France et même en Europe, on n'a aucune solution de ce point de vue-là. Mais aux États-Unis, ils ont adopté la solution carrément. Ils ont fait le choix, c'est-à-dire qu'ils ont refusé la demande de protection de dessins de bande dessinée, qui ont été pour autant inspirés par des bases de données, des centaines de bases de données. Et donc ceux qui avaient fourni les bases de données n'ont pas pu obtenir les droits. D'accord ? En Chine, solution inverse. Le droit chinois, lui, dit « Ah bah si,
on a utilisé ton œuvre en base de données. Donc, non seulement tu touches des droits d'auteur sur le fait de l'utilisation, mais en plus de ça, tu toucheras des droits d'auteur sur ce qui a découlé et de ce que l'IA a produit. Voilà. Donc, en fait, c'est des choix de société. C'est comme toujours le droit, vous me direz. Mais effectivement, il faut un moment que, de manière légitime et démocratique, on se pose ces questions-là et de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Pour l'instant, on n'a pas la solution. Donc, tous ces cas-là qui nous ont montré les lacunes du droit actuel nous poussent à se poser cette question. Et il va falloir aller vers des nouvelles règles. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est en débat. Il y a plein de gens qui disent on peut garder notre droit actuel, il est clair, il est certes, pourquoi pas absurde, à certaines situations, mais notre droit actuel pourrait suffire. Et donc on a un débat aujourd'hui entre tous les juristes et particulièrement les spécialistes. Est-ce qu'il faut de nouvelles règles? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à votre avis, notre droit actuel, bien qu'il soit lacunaire, et on a plein d'autres domaines, sans parler de l'IA où c'est pas parfait, est-ce qu'à votre avis, il faut changer les règles? Oui. Oui, allez-y. Oui. Alors, c'est une bonne question. Monsieur pose la question de savoir si, comment le droit français peut poser des règles, alors qu'effectivement, aujourd'hui, la majorité des IA, notamment génératives, sont détenues par des sociétés américaines. Et ça, en fait, c'est le droit qui peut l'imposer. Je vais vous donner un parallèle. Le RGPD, ça parle à tout le monde, Règlement général sur la protection des données personnelles de 2016. Pareil, les géants de l'information et des data, ils sont majoritairement américains, et pourtant, on leur a imposé. Mais parce qu'il y a une règle à un moment qui a dit, si tu touches à un intérêt européen, de quelque manière que ce soit, tu es soumis à ces règles. Sinon, tant pis, tu pars. Donc on pourrait faire la même chose sur l'IA. Alors ça peut être compliqué, mais en tout cas, le RGPD, il dit ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça concerne des données qui transitent même juste par l'Union européenne, il faut respecter les règles de protection des données. Sinon, on peut être soumis aux sanctions du RGPD. Donc on pourrait, pourquoi pas, faire pareil sur l'intelligence artificielle. Mais ça va être de lourdes négociations. Voilà. Donc, vous, monsieur, vous considérez que c'est nécessaire qu'il y ait des nouvelles règles? Ouais. Vous avez un avis? Ouais, aussi? Plutôt oui? Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, monsieur dit que pourquoi pas adopter des nouvelles règles, mais de toute façon, si on a des nouveaux mécanismes hyper rapidement qui sont mis en développement, on courra toujours derrière ces mécanismes-là. Et c'est la vérité, justement, c'est la conclusion après. Exactement. De manière globale, on va dire que oui, il est nécessaire d'avoir des nouvelles règles. Pourquoi? Parce que, ne serait-ce que pour la toute première partie qu'on a abordée ensemble sur la personnalité juridique, je pense qu'il est essentiel de statuer rapidement sur qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on considère qu'à partir d'un certain degré d'autonomie, de mécanismes, pas toutes les IA, mais voilà, les plus poussés, est-ce qu'on considère que c'est des personnes? Est-ce qu'on considère que c'est des biens? Ou est-ce qu'on considère que c'est un statut intermédiaire? Une troisième catégorie. Je pense que déjà, une fois qu'on aura répondu à cette question-là, on aura plein d'autres sujets qu'on a vus après qui vont, eux, s'adapter en fonction déjà de cette distinction-là. En droit, on dit que cette distinction-là, c'est la summa divisio. C'est du latin, c'est-à-dire que c'est la distinction fondamentale. Bien, personne. Et c'est pour ça qu'avoir un phénomène qui n'est pas classé, ça pose de grosses difficultés. Je pense donc qu'une fois qu'on aura statué là-dessus, on aura peut-être des solutions qui vont, sans devoir adopter des règles à chaque nouveau phénomène. Parce que du coup, une fois qu'on a la réponse, peu importe le sens dans lequel il est, on a des régimes qui découlent, alors qu'aujourd'hui, on a des balbutiements. Et c'est ça qui ne va pas. Pour aller vers davantage de règles, aujourd'hui, on a des réglementations européennes qui sont en cours d'adoption. Alors, elles n'ont pas pour objet de définir ce qu'on vient de dire, notamment distinction bien ou personne, ni même de répondre aux questions précisément de responsabilité pénale, civile, etc.
Mais elles ont le mérite de vouloir cadrer un peu les choses sur l'intelligence artificielle, parce que, vous l'avez rappelé monsieur, ça va tellement vite qu'il faut quand même mettre quelques règles. En tout cas, c'est mon opinion. Il y en a qui considèrent qu'il ne faut pas réguler avant le développement, sinon ça peut freiner le développement. Pourquoi pas. Aujourd'hui, les règles européennes, elles sont portées par ce qu'on appelle le AI Act. Donc, c'est un règlement général sur l'intelligence artificielle qui a été adopté par le Parlement européen l'année dernière et qui va rentrer en application pour moitié en 2025 et l'autre moitié en 2026. Le principal intérêt de ces règles-là, c'est d'avoir la volonté de cadrer contre des risques qui sont comme les biais contenus dans les algorithmes par les gens qui les font. J'ai noté les atteintes à la vie privée, les difficiles explicabilités des décisions, parce que des fois, l'IA, elle apprend toute seule, puis elle nous donne un truc, mais on ne comprend pas comment elle l'a sorti. Et j'ai noté aussi contre les discriminations. Donc c'est un premier volet de règles qui vont venir cadrer un peu les algorithmes d'intelligence artificielle en fonction des données qu'ils traitent. Je vous ai parlé des détails, ce qu'il faut que je conclue. Donc on a ce premier volet de règles qui va rentrer en application, mais ça ne répond pas à toutes les questions qu'on a adoptées aujourd'hui. Donc on reste dans un flot. Voilà. Et justement, pour arriver à cette phrase de conclusion, ce que je disais avec vous, monsieur, tout à l'heure, c'est qu'en fait, le droit, il suit toujours la société. Il ne la précède jamais. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait un phénomène nouveau qui apparaisse pour qu'ensuite le droit l'ingurgite et ensuite nous donne des règles à appliquer. Voilà. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire, c'est normal. En même temps, on ne peut pas anticiper qui aurait dit il y a 15 ans qu'on en serait là avec l'intelligence artificielle. Pas grand monde. Voilà. Donc c'est la phrase finale. Le droit suit la société, il ne la précède pas. Donc aujourd'hui, l'encadrement juridique d'intelligence artificielle est très limité. Et l'intelligence artificielle peut avoir des grosses incidences sur les règles de droit et dans notre vie quotidienne.